Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Oh, je fais le zouave. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectivité Zéro. Je suis moi-même Boomster et je suis toujours avec ma bande de potes. Bonjour Tom. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, nickel, nickel. Ça va Marianne? Ça va et toi Boomster? Yes, on est là. Aurel, ça roule? Ça va. Et toi Boomster? Ça roule. Cyril. Je vais bien. Cyril. Boomster, Cyril, ça y est, maintenant je suis comme Bruce Wayne, tu vois, je suis démasqué, tout le monde connaît ma double identité. On compare à Bruce Wayne, direct. Ça commence bien aujourd'hui. On prend le haut du panier direct ou on prend rien, tu vois, je suis désolé mec. J'allais pas dire Peter Parker ou Matt Murdock, tu vois. Ok. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que vous aviez vu tous les trois et que moi du coup j'étais le seul à ne pas connaître. On parle de J'ai toujours rêvé d'être un gangster, réalisé par Samuel Benchetri, avec entre autres Anna Moudladlis, Edouard Baird, Jean Rochefort, Laurent Terzieff, Valentino Venantini, acteur que je ne connais pas, Roger Dumas, Alain Bachung ou encore Bouli Lanners pour ne citer que, mais j'avoue qu'en vrai je ne connais à peine la moitié du casting. Ouais, mais c'est un super casting ouais. En soi. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce que déjà c'est tous des super acteurs et ils jouent tous trop bien dans ce film et voilà. J'ai l'impression que t'as pas aimé toi. J'ai l'impression que t'as pas... grave de la merde. Donc, ouais, t'as pas passé au un moins bon les moment. acteurs ils sauvent un peu le film. Et ce film est sorti en 2008. Alors moi pour la petite anecdote, j'en avais jamais entendu parler et du coup quand vous m'avez proposé ce film, j'étais vierge de toute information. J'ai vu que l'affiche et l'affiche en plus elle dit pas grand chose sur le film. Donc je me tourne vers toi Aurel et qu'est-ce que tu as pensé de J'ai toujours rêvé d'être un gangster? J'ai adoré. Moi c'est vraiment en vrai je crois que ça fait partie de mes films préférés. Film français en noir et blanc. Mais c'est pas gênant du tout, ça amène quelque chose... C'est génial, en fait. Ok. Toi, Marianne, qu'est-ce que t'en as pensé? La déprime de la personne. C'est la déprime ultime. Grave. J'ai adoré. Voilà, j'ai aimé. Bon, Marianne, qu'est-ce que t'en as pensé? Tout pareil. Attendez, je me prépare. J'ai adoré. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, bête de film, franchement, c'était... Je me suis vraiment marrée, j'avais pas souvenir que c'était aussi drôle. J'ai vraiment ri de bon cœur. Les acteurs sont incroyables, la réal est assez cool, beaucoup d'hommages, très chouette, très belle histoire, très touchant, très drôle. T'as adoré? J'ai adoré. Et toi, Tom? Bah, pareil, hein, c'est vraiment mortel comme film. Je suis assez étonné que t'en aies jamais entendu parler avant, parce que moi je considérais ça un peu comme un classique de mon adolescence, un peu un film qu'on se passait tous, que tout le monde avait vu dans le collège, dans le lycée plus, parce que 2008, moi je suis très bête, mais bon. Voilà, mais bref, c'est vraiment un film que ouais, j'ai beaucoup aimé quand j'étais ado, je l'avais pas revu depuis. J'avais oublié pas mal de trucs et pareil, je me rappelais pas que c'était aussi drôle. Et c'est vraiment très drôle. Comme l'a dit Marianne, c'est super touchant. C'est, je sais pas, en même temps, il se passe pas grand chose dans ce film. Mais je sais pas, ça marche super bien. La réal, moi je la trouve pas, je trouve pas qu'il y ait un truc exceptionnel sur la réal, un travail de malade, mais elle est comme le film en fait, elle est juste ultra simple, mais en même temps touchante, en même temps avec des points d'humour dans la réal. Ouais, il y a plein de choses qui sont vraiment cool dans ce film. C'était un peu long, pardon. Non, on est là pour... Et toi, Boomster? Mais on s'en fout de ce qu'il y a, c'est bon. Et puis d'abord, c'est Cyril, d'accord? Ça va. Bah, je vous rejoins, hein, j'ai passé un super moment. Dès les 30 premières secondes du film, où on a le personnage qui sort de bagnole avec son collant sur la tronche, qui se mange un poteau, c'est clownesque. Et ouais, je suis vachement rentré dedans. Que dire? Mais en fait, c'est ça je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment tous tellement bien aimé le film qu'il n'y a finalement pas grand chose à en dire. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu compliqué d'en parler. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Moi, contrairement à toi, j'ai dû le voir, je sais pas, une trentaine de fois ce film, très honnêtement.
J'adore ce film. Ouais. Voilà, après moi ce que je peux rajouter c'est que les personnages sont vraiment sympathiques, on a des situations qui sont très cocasses, on est dans quelque chose d'humoristique et en même temps de dramatique. Je te rejoins Marianne quand tu dis qu'il y a beaucoup d'hommages. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment découvert un bête de film qui va m'accompagner pendant quelques années. J'ai fait une belle découverte et j'en suis assez content. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Bon, est-ce que ça chauffe quelqu'un de résumer le film là, Bah toi, t'as parlé. Ok, bah écoute. Alors, pour résumer ce film, comment on va faire? C'est un film à sketch. Oui, bah, en fait c'est un film qui regroupe plusieurs histoires qui se croisent plus ou moins, en tout cas qui ont des points communs. Autour d'une cafette. Voilà, surtout d'une cafétéria. Voilà. Après, voilà, c'est comme si c'était plusieurs courts-métrages qu'on avait assemblés. Enfin, je pense que c'est carrément ça même. Voilà, l'histoire, on va suivre des personnes un peu paumées dans leur vie. Des gangsters en carton. Voilà, c'est un peu ça. Des gens qui Grave. en fait vont s'adonner pour la plupart au crime, soit par ennui, soit par réel besoin. Voilà, ou alors des anciens gangsters nostalgiques de leur ancienne vie. Voilà, globalement, je crois que c'est un peu près ça. Voilà, tout ça. Des est... gangsters minables, moi j'ai envie de dire. J'ai cette expression Bah, un peu gangster minable, mais pas. C'est comme si. Mais touchant. Oui, mais voilà, en fait, c'est ça, pas comme si- minable au sens péjoratif, juste des, Oui. des clowns, tu vois, au sens vraiment premier du terme, clownesque, quoi, vraiment. Ouais, mais c'est même plus des gens, moi je dirais même normaux. En fait, c'est des gens normaux qui deviennent, entre guillemets, des gangsters, ou en tout cas essayent ou rêvent de. Ils de sont pas plus. doués. Ils rêvent de plus, en fait. Ils rêvent de s'extirper de cette vie où ils s'ennuient, où ils sont dans la merde, mais tout en restant dans la normalité. Enfin, c'est vraiment des. Ça pourrait être toi, moi, enfin, ça pourrait être n'importe qui. Ils sont un peu moins doués que nous, quand même. Enfin, j'espère. Je trouve. T'es un gangster, ça Je suis pas un gangster. Je suis pas un gangster, mais. Peut-être que Boomster est un gangster. Ma double identité, vous savez pas ce que je fais avec. Youtubeur le jour, gangster la nuit. Alors on va parler de ce film chapitre par chapitre, étant donné qu'il est découpé en 5 parties. On va commencer par la première qui s'appelle « Drew Barrymore ressemble à un hamburger Mais rien que ça, c'est hyper drôle. Bah ». Rien que ça. Bah alors, si je peux commencer, déjà, on est direct dans l'hommage, je trouve, en tout cas. Alors moi, alors c'est peut-être, il y a peut-être plus, mais pour moi, c'est directement un hommage au film de Tarantino, au film de gangster de Tarantino. Tarantino chapitre très souvent ses films, même pratiquement tous ses films sont chapitrés, peut-être pas Boulevard de la Mort, mais ça se trouve, il l'est, voilà. Enfin bref, voilà. Après peut-être qu'il y a un hommage plus lointain que moi je connais pas, hein, mais voilà, moi tout de suite c'est ça qui me vient en tête, même l'utilisation de la musique me fait tout de suite penser à ça. Juste par contre, si on peut revenir aux hommages, rien que le film, de toute façon, le titre du film est un hommage aux Affranchis. Oui. C'est un hommage au personnage d'Henry Lee dans Les Affranchis qui, dès les premiers instants, je crois, du film, dit aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Et donc, le réalisateur a utilisé juste cette phrase pour le titre du film. Ouais, effectivement. Après, je trouve pas que le film en soi ait beaucoup de liens avec Les Affranchis, mais en fait, je me questionne un peu en quoi cette phrase-là a un quelconque lien avec le film, tu vois. Je comprends pas trop. Bah, Est-ce que c'est pas juste cette phrase-là qui a fait germer l'idée dans la tête du réalisateur de purée, j'ai trop envie de raconter cette histoire de gars qui ont toujours rêvé d'être un gangster qui n'y arrivent pas, galèrent. quoi. Qui Ah, galèrent, les vrais gangsters de la vraie vie, quoi. Toi et moi qui galèrent à être un gangster. Bah ouais, moi c'est même plus ça. Enfin, moi je vois même ça pas forcément au sens littéral du terme. C'est plus j'ai rêvé d'une autre vie, en fait. Pour moi, c'est ça le propos du film. Et le lien avec le titre, et avec Les Affranchis, c'est j'ai rêvé d'une autre vie, je m'ennuie dans ma vie, ou je suis pas bien, ou alors j'ai eu cette vie-là, et je ne l'ai plus. Et donc j'en parle avec nostalgie, et j'en rêve, et j'ai envie de revivre ces moments-là. C'est plus comme ça que je vois ça, et j'ai toujours rêvé d'être un gangster, parce que c'est justement ce qu'on en voit dans les films, c'est ce côté un peu attrayant, un peu
avec les gangsters qui mènent la grande vie, quoi. Ouais. Justement, les affranchis. Où tu vas dans tous les restos, on t'ouvre les portes, voilà. Là, non, c'est juste des anonymes qui s'ennuient et qui veulent autre chose dans leur vie, quoi. Et moi, pour moi, c'est ça le lien, voilà. Avec les affranchis et... après, j'ai lu un autre truc sur la réal, mais bon, ça, on pourra en parler un peu après. Ok, ça roule. Et d'ailleurs, si vous aimez le film Les Affranchis, n'hésitez pas, nous avons fait un autre podcast sur Les Affranchis. C'est celui qui a le mieux marché en plus. C'est le meilleur. Bah, c'était le meilleur film en même temps. Hein. Ouais, de loin. Ouais. De loin, c'est clair. On n'a pas résumé ce premier chapitre. Alors en fait, ce premier chapitre raconte l'histoire d'un personnage interprété par Edouard Baird qui entreprend de cambrioler, enfin de braquer une cafétéria et qui tombe face donc à la serveuse et tous les deux entament une discussion et on se rend compte qu'en fait les deux commencent à avoir, je sais pas, peut-être une petite relation, pas forcément amoureuse, mais ça matche bien entre les deux. Et du coup, les deux commencent un peu à se livrer l'un et l'autre sur leur vie. Et elle, du coup, elle raconte comment elle s'est retrouvée serveuse dans cette cafétéria et tout. Enfin, c'est hilarant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. J'ai trouvé, voilà, t'as parlé de Tarantino. La référence est évidente. Là, je pense qu'on ne peut pas parler de hasard ou de peut-être pas. Là, ça se voit tout de suite que c'est ancré dans une culture un petit peu tarantinesque où on va essayer de faire briller le dialogue, où on va essayer de te mettre des personnages atypiques, où une conversation va commencer avec un sujet et elle va se terminer dans un sujet complètement différent, parfois what the fuck, etc. Le personnage d'Edouard Baird qui fait croire qu'il a un flingue alors qu'en fait il utilise ses doigts et qui lui explique comment il fait, lui dit allez-y, montrez-moi, enfin voilà, c'est tous ces dialogues-là qui... Perso, j'ai eu l'impression de voir un film de Tarantino et du coup, j'ai été conquis parce que les dialogues étaient là, les personnages étaient là, l'esthétique était là, la réal, enfin le plan où la nana le voit Edouard Baird derrière elle sur le reflet de la cafetière en train de la braquer. Avec son faux flingue. Voilà, ce plan-là est extraordinaire, quoi. J'ai vraiment kiffé, en tout cas cette première partie, je pense que ça s'entend. Et toi, Marianne, qu'est-ce que t'as pensé alors de cette première partie ? C'est ça, en fait, c'est que cette première partie, elle te fait rentrer tout de suite dedans. T'es direct avec des persos qui sont vraiment adorables dans le sens où tout de suite tu t'attaches à eux. Enfin, Ils sont presque misérables. Bah ouais, mais Edouard Baird, il est trop chou à vouloir essayer de braquer. Elle le voit direct venir à 10 000 et elle l'ignore un peu. Et puis ça marche finalement et il y a tout de suite de la confiance entre eux. Et donc t'as cette scène aussi où elle lui raconte donc ce qu'elle a fait et tout ça c'est en mode film muet, Charlie Chaplin, etc. T'as même des panneaux pour te mettre les dialogues, etc. Elle m'a beaucoup fait rire cette première partie quand même. Moi j'ai trouvé que la partie justement hommage au film muet et tout ça, j'ai trouvé un petit peu longue. Alors, si on doit un peu critiquer, tu vois, j'ai trouvé ça... Tu peux pas critiquer. Pour le coup j'ai trouvé ça un peu long. Je trouvais que ça aurait dû durer 2 minutes et ça en dure 5 et je trouve ça un peu long. En fait, on comprend très vite ce qui s'est passé en fait. Ouais, mais je crois que c'est fait exprès. Ok. Je pense que j'ai lu que le réalisateur voulait faire un film anti-TF1 où tout est accéléré, tout est très coloré et qu'il faisait exprès de faire traîner certaines choses pour remettre un peu de... Ouais, mais ce qui est marrant, c'est de faire traîner cette scène qui est en accéléré. Enfin... Ouais, c'est rigolo. C'est pas en accéléré, mais en tout cas, elle a la vitesse de diffusion d'un film muet, où il y avait moins d'images, et du coup, on avait l'impression que ça allait plus vite que il y avait moins d'images par seconde, et du coup, on avait l'impression que les actions étaient plus rapides. Moi, je trouve que, on en reparlera peut-être après sur la réal, mais comme il a pas fait beaucoup de travail sur l'image, sur la coloration, dans les films, en général, ce qui se passe, c'est que pour t'expliquer que t'as un flashback, la couleur change un peu, et là, il l'a pas fait, et je pense qu'il a joué surtout sur le son du film, plus que sur le... Et puis même, enfin, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que dans les flashbacks, c'est souvent... les flashbacks sont souvent un moyen de changer de style de film. C'est-à-dire qu'on va avoir là le film muet, plus tard, dans l'épilogue, il y a un autre flashback qui, lui, est en mode roman photo, qui a été tourné comme un roman photo, voilà. C'est s'éloigner du style de base de son film
pour faire, je pense, un hommage à d'autres styles de films, à d'autres manières de faire du cinéma. Comme dans Kill Bill où Tarantino raconte un flashback en manga. Voilà, par exemple. C'est exactement ça. Oui, c'est presque un exercice, finalement, ce film. Essayer de mêler tous les styles qu'il aime dans le même film, et ça marche. Et c'est presque un... Même dans la réal, hein, on dirait presque un film d'étudiant. Ouais. Alors qu'il se paye un casting 5 étoiles, hein, mais... 5 étoiles... C'est pas Jean Dujardin, Gilles Lelouch... Ouais, c'est Édouard Baird, c'est Jean Rochefort, c'est Terzieff... Bien sûr, évidemment. C'est Bachung, Arnaud... Non, enfin, voilà, si c'était un film d'étudiant qui s'était tapé ce casting-là... Moi, je trouve qu'on dirait un film de fin d'études, pour le coup, c'est ça. C'est ce côté noir et blanc, le côté... j'ai envie de mettre tous les styles qui me plaisent. Ce côté manque de moyens. Ouais, il y a un peu ce côté-là. Mais en même temps, ça marche et c'est pas du tout dérangeant. Ah non, pas du tout. Au contraire. Justement, je pense que ça ne rend le film que plus touchant, en fait. Cette simplicité dans la réalisation, dans... Même, je pense que tu ressens l'amour du cinéma, du réel. Tu sens l'amour. En tout cas, tu sens ses références et tu vois ce qu'il essaye de faire et... Ça pourrait être grossier, mais non, ça marche super bien. Parce qu'il y a une super bonne écriture, que les acteurs sont excellents et que c'est bien mis en boîte. Donc, voilà, tous les critères sont réunis pour que ça fonctionne, en fait. Et moi, il y a un autre point alors, qui est présent pour le coup dans tous les chapitres du film, qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est la musique. Comment était utilisée la musique et la BO même, qui est elle est ultra présente. Il y a tout le temps de la musique dans le film, tout le temps, ça s'arrête jamais, je crois. Et elle est souvent très forte. Non, t'as un doute, Marianne? J'ai pas l'impression qu'il y a de la musique tout le temps, pour le coup. Ah, moi j'ai trouvé. Je trouvais qu'elle était forte au début des parties et dès qu'il y avait du dialogue, elle baissait d'un coup. Oui, c'est ça. Bah, ça, et après, c'est le parti pris, oui. Mais même, non, mais je sais pas. Moi, je l'ai trouvée ultra présente, la musique, et ultra connotée, en fait. Moi non. Moi non, je l'ai pas senti omniprésent que la musique. Il y en avait beaucoup, mais quand le film devait se poser, il se posait et on avait des moments de silence, surtout il y a de la musique en plus fond. Dans les autres chapitres. Il y a de la musique en fond, même dans la deuxième partie quand il regarde la télé. Ce qu'on entend, c'est de la musique à la télé. On entend la musique des patineurs artistiques, sur laquelle patinent les patineurs artistiques. On entend tout le temps de la musique. Et je la trouve ultra connotée, justement, film un peu de l'époque gangster, justement, les premiers Tarantino, les Affranchis, tout ça. Enfin, c'est vraiment de la musique ultra connotée, film de gangster, je trouve. Aurèle, on t'a pas beaucoup entendu. Non, c'est vrai. Pourtant, c'est ton film préféré. Je crois qu'elle a adoré. J'ai adoré. Je crois qu'elle est malade. Non, mais on parle de quoi, du coup? De la musique ou de... de ce que tu veux. Du chapitre 1. Du chapitre 1, ok. Oui. D'accord, excusez-moi, j'étais un peu perdue, je savais plus. Ouais, t'as vu, ça part dans tous les sens, hein. On n'est pas très organisé ici. Bande de ringards. Non, mais moi, j'ai bien aimé le chapitre. Merci. Mais alors, on va passer au chapitre 2. Non, c'est le 2 que j'ai adoré. Alors pourquoi t'aimes moins le 1? Alors voilà. J'aime. Non, mais effectivement, il est très drôle. Comme tu disais, Boomster. C'est Cyril. Putain, faut que j'arrête. J'arrête. Promis, c'était la dernière. Il est rigolo. J'ai adoré. Mais faut pas me faire boire. C'est vrai, mec, t'as bu 3 bières. Bah oui, mais je bois jamais. Oui, on picole pendant les enregistrements. Mais tout le monde picole pendant les enregistrements. Ouais, heureusement. T'étais sur la partie 1. La partie 1, oui. Je crois que t'as juste dit genre, j'ai bien aimé. T'as dit pour rejoindre Boomster et là... C'est ça. Bon, je crois qu'on s'égare là, les gars. Aurèle, tu ralentis le rythme, on passe à quelqu'un. Non, mais dès les premières secondes, effectivement, l'entrée du film, tu comprends tout de suite qu'il va essayer de faire un braquage. Il sort de sa voiture, il oublie les clés dedans. Mais t'as ton avis là, Aurèle, tu racontes le film. Mais attends, elle arrive à quelque chose. Laisse-la contextualiser enfin. Voilà pourquoi je parle pas. C'est lui qui parle, Tom.
Aurel, on t'écoute. Et Tom, on se tait. Moi, j'ai rien dit, moi. Tu fais que dire. Je sais plus, je dis quoi? Tu racontais qu'il sortait de sa voiture, qu'il avait oublié les clés dedans. Il sort donc avec un collant sur la tronche, il se prend un poteau, il retourne à sa voiture parce qu'il essaye d'ouvrir, ça marche pas. Et dès les premières secondes... il oublie ses clés à l'intérieur, surtout. Voilà. Et dès les premières secondes, en fait, ils te mettent dans l'ambiance tout de suite. Il arrive dans la cafette, il a donc son discours après avoir essayé de la braquer, de se rendre compte qu'en fait elle réagissait pas, le patron avait pas réagi. il dit à la serveuse, bon bah je vais aux toilettes. Du coup, il se barre, il revient, il essaye de commander un burger et là s'ensuit un dialogue sur le nom des burgers, d'où le titre du coup du chapitre. Qui s'appelle Drew Barrymore ressemble à un hamburger, voilà. Sur pourquoi Brad Pitt serait un hamburger, pourquoi Kim Basinger serait un cheeseburger, qui représenterait le mieux un cheeseburger. Angelina Jolie pourrait le faire. Et c'est juste à mourir de rire, c'est complètement absurde, mais hyper drôle, et ils sont touchants. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Mais t'as beaucoup aimé, mais moins que le chapitre 2. Alors, parle-nous du chapitre 2. Chapitre 2. Allez. Je sens que ça te motive beaucoup plus. Qui s'appelle le chapitre 2. Pourquoi tu veux mourir petite? Ouais. C'est ça. C'est deux Belges qui essayent d'aller kidnapper une... Deux Belges sont dans un avion. Voilà. Voilà. Le racisme, c'est parti, le racisme ordinaire, on est parti. Qui essayent d'aller kidnapper une gamine parce que son père est blindé de thunes et que du coup ils se disent qu'ils vont avoir une rançon. Déjà, ils arrivent chez la gamine, ils essayent d'escalader. Pendant que la gamine essaye de se suicider. Donc la gamine s'approche, elle se prend la fenêtre dans la tronche, elle est assommée. Là, ils arrêtent pas de s'engueuler, mais ils sont à mourir de rire. Et tout le long du chapitre, ils sont un peu comme ça, hein, comme chien et chat. Un peu un couple, un vieux couple. Ah ouais, c'est vraiment un vieux couple, les deux. Et trop bien. avant de partir, donc ils récupèrent la gamine. Mais le moindre zèbre. mot, en fait, ouais, le moindre mot qui sort de leur bouche est drôle. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la tenir. Ils sont là, genre, attends, je la tiens mal. J'ai fait tomber les chiens. Et ils essayent de trouver donc quelque chose qui appartient à cette gamine. Mais elle a que des trucs de riches. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour Il y montrer a à que des son gros père. trucs ici. T'as qu'à prendre l'ordinateur. Pour montrer à son père qu'effectivement ils détiennent la fille sans devoir lui montrer. Et effectivement, il n'y a que des trucs de riches, donc que des gros trucs. Et là, ils s'engueulent sur l'ordinateur, c'est trop gros. Il y a une espèce d'énorme peluche en éléphant. Ils sont là, genre, on va pas prendre ça. Bon, bah, prends le zèbre, qui est tout aussi grand. Ils se barrent avec le C'est tout zèbre. aussi pas pratique à être emballé. Bref, ils sont, finalement, ils kidnappent la gamine. Ils se lient un peu d'une relation assez touchante avec la gamine qui leur explique qu'elle a perdu sa maman, que son papa s'occupe pas d'elle parce qu'il fait que travailler, qu'elle veut mourir. Et c'est ces deux gangsters qui vont la... Bah, c'est surtout qu'eux, ils sont super gentils, c'est Voilà, pas vraiment qui des vont- gangsters. qui vont un peu s'occuper d'elle. En fait. Ça aurait pu faire un long, cette histoire, moi, je trouve. Mais je crois que c'est la première scène qu'il a écrit, le réal. Et C'est qu'il a celle-là. construit en Ouais. fait le film autour de ce chapitre-là. Donc voilà, bref, moi c'est vraiment mon chapitre préféré. Je rigole, mais du début à la fin, tout est drôle, tout est drôle. Ils regardent, ils attendent quand la gamine est dans la chambre, ils sont devant la télé, la gamine les rejoint, ils sont en train de regarder du patinage artistique. Donc on se dit, putain, ça va être chiant. Et en fait, donc la gamine se dit la même chose que nous. Mais vous regardez vraiment ça? Et là, ils disent, ouais, mais c'est parce qu'on adore quand ils se cassent la gueule. Et donc là, t'as deux patineurs qui se cassent la gueule et En ils même se temps. tapent un fou rire. Non, mais en plus, elle est vraiment trop drôle parce qu'ils se cassent la gueule en même temps. C'est vraiment trop bien. Même quand ils essayent de lui apprendre un jeu de cartes, ils s'engueulent parce que l'autre il veut pas jouer avec le mort. Tout est bien, tout est bien. Je vais laisser la parole parce que sinon je vais tout. Je vais Tu passer. nous fais toutes les blagues de... Ouais, je vais toutes les refaire. Non, franchement, il est vraiment trop drôle. Cette partie, elle est excellente. C'est ultra touchant aussi parce que l'histoire de la petite, elle est triste. Et t'as aussi l'histoire
d'un des deux braqueurs et de son chien. Et tu sens que les deux, ils sont juste ils sont dans la galère, quoi. Vraiment, c'est... Bon, bah, c'est notre dernier recours. Qu'est-ce qu'on peut faire sans faire de mal aux gens et de leur prendre la thune? Bon, bah, on va demander une rançon. Et en même temps, ils s'en sortent pas, ils sont trop nuls, quoi. Oui, mais parce que, comme tu dis, ils veulent pas lui faire de mal. Parce que la gamine, à un moment, elle leur propose de faire violentez-moi, voilà, on fait une vidéo, simulation. Et ils veulent même, en faisant semblant, ils veulent pas lui faire de mal. Ils sont parce trop que c'est des mignons. vrais En gentils. fait, ils sont pas assez méchants pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont juste dans la merde. Ils sont juste dans la merde, ouais, c'est ça. Et ils sont vraiment ils sont adorables avec elle. Et t'as un petit instinct un peu psycho où... les cornflakes, mais ils sont tellement drôles. Je t'ai dit d'acheter des cornflakes, pas 5 fois la même boîte de cornflakes. Ah non, mais c'est... Oui, bah, je crois que c'est la scène la plus drôle. Enfin, en tout cas, le chapitre le plus... Ouais, je sais même pas si c'est le plus... Enfin... Si, ouais, si c'est le plus drôle. Si. Oui, mais c'est de l'humour plus direct. En fait, c'est ça que je veux dire. Là, t'as tout. T'as l'humour du corps parce qu'ils se cassent la gueule, parce qu'ils se mettent des coups tout seuls. La première scène, donc celle où ils kidnappent la gamine... Enfin, c'est totalement burlesque, c'est n'importe quoi, c'est limite le mec qui porte l'échelle d'un côté et puis qui va taper le mec. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Enfin, et puis moi, la scène qui vraiment m'a fait mourir de rire, c'est la scène plus tard. Donc ils ont contacté la famille, ils ont demandé la rançon, bon, voilà, et ils attendent sur le lieu de rendez-vous que le père débarque avec les 500 000 euros. Et là vient... Ils ont embarqué le zèbre, bien sûr. Évidemment. Qui est immense, le truc. Et vient à ce moment-là, en fait, c'est du coup on va dire le croisement entre deux histoires. Donc celle d'Edouard Baird et celle des deux kidnappeurs. Parce que Edouard Baird était censé péter la gueule du cuisinier, voilà, ça, qui n'a jamais, qui n'a jamais raté dans le restaurant. C'était la fin de la première partie on attendait qu'Aurel raconte un peu, mais bon, on va pas raconter quoi. Bref, et donc du coup on voit débarquer Edouard Baird au volant de sa voiture en train d'essayer d'écraser le cuisinier. Exactement, Aurel, bien joué. Voilà, maintenant je vais parler. Bref. Et là c'est pareil, c'est même plus burlesque, c'est presque cartoonesque. Enfin, tu le vois courir dans un sens, être poursuivi par une voiture, puis dans l'autre. Enfin, et eux deux qui... les deux Belges avec leurs zèbres qui... C'est les Looney Tunes. Bon bah le père il viendra pas. Hein. Qui s'endorment dans leur bagnole. Mais de suite après ça devient presque triste en fait quand tu les vois revenir. T'es triste pour la gamine, la gamine, oui, bah t'es triste pour eux parce que tu te dis ils sont revenus genre bredouilles, ils ont passé des heures à attendre le père qui s'est jamais pointé. Elle, son père il s'en bat les couilles. Ouais, en plus comment expliquer ça à la gamine, genre ton père il est pas venu. Mais c'est ça qui fait que c'est aussi bien, parce que c'est dramatique, et ce serait pas aussi drôle si c'était pas dramatique derrière. Et enfin, ouais, vous avez déjà tout dit quoi, ce passage-là, pour moi aussi c'est le meilleur du film. J'ai eu l'impression à certains moments d'assister à du théâtre filmé, notamment quand ça commence et qu'on est sur un plan fixe de la chambre de la gamine avec la gamine endormie et tout ça. Il y a juste, quand cette scène démarre, on a la gamine qui est en train de se passer la corde au cou en plan assez resserré sur le visage. Et tout de suite elle saute et la corde forcément se décroche du plafond et elle se pète la gueule. Je m'y attendais, je l'ai vu venir et je vous avoue quand je l'ai vu j'ai fait bon. Il y avait peut-être moyen, en termes de mise en scène, de faire en sorte qu'on le voit moins venir, parce que là, on sortait juste de Edouard Baird qui projette d'aller casser les deux bras d'un cuisinier pour qu'il arrête de venir bosser. Et bah tout de suite, forcément, tu me montres une gamine qui est en train de se passer la corde au cou, je sais qu'elle va se péter la gueule, d'emblée. Et du coup, je l'ai vu venir, heureusement que... Après, t'as les deux Belges qui remontent le niveau, mais de manière intersidérale. La scène où ils vont au lieu de rendez-vous aussi, c'est complètement ouf. Et j'ai trouvé sympa aussi l'histoire de l'oiseau et tout. Enfin, il y avait un petit truc de transmission et de bah peut-être que s'occuper d'un animal, bah ça peut te faire du bien. Donc tiens, je te l'offre et tout. C'est ça, c'est parce que là, je sais pas si on l'a vraiment dit. Enfin, on l'a dit qu'elle essayait de se suicider, mais elle est vraiment. Enfin, c'est vraiment le cliché de l'adolescente. Un peu gothique. Un peu gothique, mal dans sa peau. Pour le coup, je trouve que le perso de la petite est pas très creusé. Ouais, mais t'as les deux qui l'entourent. Ouais, mais en fait, si, enfin oui et non. Je suis d'accord avec toi, mais il est comme tout le reste, il est ultra simple. C'est une adolescente lambda qui se sent mal dans sa peau, qui dit qu'elle en a rien à foutre de vivre et qui veut en finir. Alors qu'en vrai, il y a pas vraiment de raison.
Oui, son père, bon, s'occupe pas forcément d'elle, mais il y a d'autres choses dans la vie qui peuvent Oui, mais elle est déprimée par le décès de sa mère. Oui. Et puis elle s'engraine avec sa copine, donc forcément ça va pas mieux, quoi. C'est le suicide. Elles font la tentative de suicide de pilule, même ça, c'est la finalité est tellement drôle. Puis le coup de fil aussi, quand ils appellent le père. Ah oui, dans la cabine téléphonique. Bonjour, nous détenons votre fille. Et il raccroche. Comment tu veux qu'il sache? Oui, mais tu m'as dit d'être bref. Et le numéro de téléphone, bah je te l'ai donné. Ah non, je me souviens que tu m'avais dit que t'allais me le donner, mais tu me l'as pas donné. On va voir dans la boîte à gants, on verra qui a raison. Et on reste en plan fixe, et le connard, il attend comme as, avec le téléphone dans la main, avec un petit sourire. Je sais qu'il est dans la boîte à gants. Mais c'est là où, c'est grâce à ça que je te rejoins sur le théâtre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ, sur des plans fixes, où on va rester comme si on était devant une scène et qu'on pouvait pas en bouger, et on va attendre que les persos fassent leur action hors champ avant de revenir sur... Comme s'ils revenaient sur scène après aller chercher quelque chose dans les coulisses, quoi. Et qui se passe en plus du coup en temps réel. Donc ça te rajoute vraiment, ça te remet dans le... C'est vrai ce qui se passe, quoi. Voilà, on n'est pas dans la fiction. Enfin, évidemment on est dans la fiction, mais t'as ce truc quand même qui te ramène au réel, à te dire... Plan séquence, plan fixe, déjà de base, ça aide. Après il y a pas mal de jump cuts et trucs comme ça dans le film de moments. C'est rare, il y en a, mais c'est rare. Franchement c'est souvent en temps réel quand même. Oui, mais il y a des moments où genre justement le montage change un peu. Alors c'est souvent dans les flashbacks et tout ça, mais où il y a des jump cuts ou des procédés qui te rappellent quand même que c'est pas du temps réel et que c'est un film. Il y en a, je les ai repérés, mais j'ai pas trouvé qu'il y en ait beaucoup. Non. Après, ouais, c'est vrai, effectivement, il y en a. Et il y en a d'ailleurs qui sont assez grossiers. Il y a certains jump cuts, notamment quand on a une voiture qui arrive de très très loin, le plan est très très large sur une campagne. Et enfin, c'est pas dans le chapitre 2, mais tant qu'on en parle. Et on a une voiture qui arrive au loin et on a un jump cut où la voiture a fait 200 mètres en plus vers nous. Et je sais pas, alors c'est quelque chose que j'ai déjà vu et tout, mais je sais pas, c'est mal passé. À la rigueur, s'il y avait eu un deuxième jump cut derrière, où la voiture se serait retrouvée, ou un fondu, je sais pas. Pour le coup, donc tant qu'on est en train de parler de ça, moi les fondus sur le chapitre 3, quand ils remontent dans leur voiture, à la toute fin du chapitre 3, ça m'a gêné. Il y a des fondus enchaînés pour faire rentrer tout le monde dans le van et faire démarrer le van. Ouais, et t'as deux fondus enchaînés qui sont à la suite. Et pour le coup, je me suis dit, bah en fait, tant qu'à faire... Laisse-nous les 20 secondes qu'il y a. On était sur un plan qui était déjà tellement long, qui durait déjà 2 minutes. Laisse-moi les 30 secondes de plus, tu vois, c'est pas grave. Voilà. Bah tu fais une bonne transition. Est-ce que tu pourrais nous résumer le chapitre 3 et nous dire ce que t'en as pensé ? Oui, absolument. Passons au chapitre 3. Donc, le chapitre 3 se passe dans la fameuse cafétéria qui est sur la Nationale. 7, je dirais. 7 ou 17 ? Ouais, il y a un 7 dedans. J'aurais dit Nationale 17. La 67, allez. Allez, bon, partons sur autre chose, peu importe. Au Gabi. Au Gabi. Au Gabi. Exactement, le chapitre s'appelle Au Gabi. Donc ça se passe dans cette cafétéria et on fait la connaissance, on va dire, de 2 chanteurs. Il y a Alain Bachung et Arnaud. Qui jouent leur propre rôle. Ils vont se reprocher, l'un va reprocher à l'autre de lui avoir piqué une chanson, et l'autre va lui reprocher de lui avoir piqué sa meuf. Et là-dedans, il se raconte aussi et alors, et toi, comment ça va ? Et donc là, c'est la surenchère. Oh, bah moi, ça va super, tu sais, j'écris tout le temps. Oh, bah alors moi, tu sais, j'ai même plus le besoin d'écrire, ça sort tout seul. Et en fait... Je fais tel stade. Ah bon, moi, je fais le stade le plus gros encore. C'est le plus loin, ça redevient des enfants. Et finalement, ça se termine un peu... un peu tristement. Oui, un peu tristement. En fait, c'est l'histoire d'un... C'est ça, le moins... C'est l'histoire d'un mec qui a réussi face à un mec qui a moins réussi, et ouais, voilà, c'est ça. Cette histoire, on trouvait, avec Cyril, on en a parlé un peu hier, on trouvait qu'elle était un peu en dehors de l'histoire générale. Ouais, carrément. Moi, j'ai été assez déçu de cette histoire. À vrai dire, c'est la plus courte, heureusement. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé que ça racontait grand-chose. Et pour le coup, on n'est pas dans une histoire de mecs qui ont envie d'être des gangsters ou qui ont envie de retrouver... Enfin, ça n'a rien à voir avec le milieu du crime de près ou de loin. Enfin, de très 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 loin, si on considère que voler des chansons, c'est un crime. Mais bon, on n'est plus trop dans les affranchis, là, on est dans Plus belle la vie. Donc voilà, l'échelle, c'est plus trop la même.
J'ai beaucoup aimé quand même quand ils se retrouvent, la scène où ils sont en train de pisser dos à dos, et qu'ensuite, ah putain c'est toi, que ça va, comme on se serre la main et tout, geste barrière, tu vois. Mélangeons nos pipis, y a pas de souci. Et après je me touche la bouche. Non mais c'est ça. Et au final, je sais pas, en plus, cette scène, je pense qu'elle aurait pu amener beaucoup de tension et que finalement, les deux personnes qui font semblant d'être heureuses de se retrouver, on se rend compte à la fin de la conversation qu'ils se détestent et qu'ils ont envie de s'entretuer ou quoi, tu vois. Mais là, ça monte pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment d'enjeux. On parle d'un vol de chansons et d'un mec d'une nana qui a quitté un mec pour un autre, tu vois, J'aime pas le « tu m'as piqué ma nana », je trouve que c'est complètement con, dans la vie en général, tu vois. Tu m'as piqué ma nana, tu m'as piqué mon mec, au bout d'un moment les gens ils ont aussi un libre arbitre et c'est elle qui est partie pour lui en fait, donc il a rien piqué. Mais d'ailleurs c'est ce qu'il lui dit, il dit elle est partie avec toi. Il lui a pas dit. Il lui dit pas tu as... Bon bah c'est moi et mes représentations alors. Mais voilà, ça se finit un peu en nœud de boudin et... Je sais pas, ça aurait gagné à être plus long et à être plus creusé, à avoir plus d'enjeux et au moins un lien avec le monde du crime. T'as pas l'air d'accord? Je suis pas d'accord. Moi non plus. Hein. Je suis pas d'accord parce que moi j'aime bien, c'est très passif-agressif. Il se balance des scuds tout en faisant semblant d'être ami et d'être content de se voir alors que tu lis entre les lignes et tu sais dès l'instant où ils se retrouvent qu'ils peuvent plus blairer et que tu sens l'histoire. Ils s'étalent pas, on comprend qu'ils ont été amis et que ils sont tous les deux chanteurs, qu'il y en a un des deux qui a écrit Au Gabi, l'autre l'a entendu et a écrit Au Sandy et a fait... C'est l'inverse. C'est l'inverse, voilà. Mais leur interaction, moi j'aime beaucoup leur... C'est vrai que ça se calme un peu du coup et que ça paraît un peu en dehors des histoires des autres chapitres. Mais alors certes, ils n'ont pas buté de gens, ils n'ont pas essayé de kidnapper qui que ce soit. Ils ont quand même volé des chansons qui leur ont valu en fait un succès et pas à l'autre, et que du coup t'en as un qui est certainement beaucoup plus riche que l'autre, et ça reste un acte criminel entre eux. Vis-à-vis de la loi, oui, voilà. Mais à l'échelle de Plus belle la vie. Ouais, mais encore une fois, on suit des gangsters un peu en carton. Hein. C'est pas, tu vois, on n'est pas dans les affranchis. Ça reste des mecs qui essayent de s'en sortir, qui essayent de faire des crimes. Il y en a pas un qui y arrive. Non. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez rigolo. J'aime bien la façon de s'exprimer d'Arnaud, même si je sais qu'on ne comprend pas beaucoup et que c'est compliqué il articule pas, c'est compliqué de le comprendre, mais ça ajoute quelque chose pour moi. J'ai bien aimé à l'interaction. Alors je vais rebondir parce que je suis un peu entre les deux en fait. Je suis entre vos deux avis et comme ça Tom finira l'analyse. Mais je comprends Cyril dans le sens où je trouve aussi que le lien est pas assez direct avec le film en général et que le seul lien que j'y vois à ce moment-là, c'est le fait que ça se passe dans la cafétéria. Mais j'ai pas ce truc de ils ont toujours voulu être des gangsters. Bah, pour moi, non, c'est pas trop ça. Ils ont fait des conneries et ils continuent un peu à en faire, mais c'est pas assez clair le lien. Tu parlais de la prononciation, enfin la diction d'Arnaud. Moi, j'avoue, ça m'a posé un petit souci pendant la scène. J'étais vraiment obligée de me concentrer, de tendre l'oreille et d'analyser ce qu'il disait pour comprendre ce qu'il racontait. C'était un petit peu compliqué. Après, j'avoue, j'aime bien ce côté ultra réel de tu sens un peu le mec qui a certainement été alcoolo, qui a vécu, qui a été un rocker et qui du coup, si tu le comprends pas, bah ouais, comme plein de gens dans la vraie vie, tu les comprends pas toujours bien, voilà. Puis juste pour petite anecdote, ni Bachung ni Arnaud ne connaissaient leur texte quand ils sont arrivés, ils avaient pas appris leur texte. Et d'habitude, alors j'ai lu que le réal, d'habitude c'est quelque chose qu'ils détestent quand les acteurs connaissent pas leur texte. Mais que du coup, en fait, là, ça a marché parce que il s'est mis en fait face à celui qui allait jouer à chaque fois pour lui dire le texte qu'il devait dire, tout simplement. Et au début, il était sceptique, mais il a trouvé ça un peu qu'il y avait un effet un peu comique et que ça marchait bien. C'est ouf. Ouais. Mais t'as bossé, toi, hein? J'ai bossé. J'aime trop ce film. Alors, Meto. Ah bah, moi, je suis plutôt de l'avis d'Aurel. Même carrément c'est une partie que j'aime beaucoup.
Après, moi c'est parti. Enfin, pour la petite anecdote, j'ai une tendresse particulière pour les 2 chanteurs. Donc ils jouent tous les 2 leur propre rôle parce que c'est des chanteurs que mon père écoutait beaucoup, les 2. Donc que je connaissais déjà. Enfin, je les ai reconnus tout de suite quand j'ai vu le film et tout ça. Enfin voilà. Et en dehors de ça, bah, en fait, je trouve au contraire qu'elle a. Alors, je comprends que ça saute moins aux yeux, mais je trouve qu'elle a quand même un lien avec le reste de l'histoire. Après, encore une fois, c'est moi quand le titre du film, c'est J'ai toujours rêvé d'être un gangster, mais c'est plutôt J'ai toujours rêvé d'une autre vie. Et pour moi, c'est exactement ça. On a écrit 2 chansons similaires. La tienne a marché, la mienne moins. Et Il l'a pas écrit, je crois, du coup. L'autre, il l'a juste volé. Il l'a entendu en non. En fait, non, le mec a écrit. L'histoire, c'est qu'il y a un mec, il y a Arnaud qui avait fait la chanson Sandy. Et ça, ce qui explique Arnaud à Bachung, c'est qu'il l'a peut-être pas fait intentionnellement de voler la chanson, mais c'est juste un truc qui lui est resté en tête. Et finalement, il a écrit une chanson qui ressemble à celle-ci. Et celle-ci a marché. Et c'est comme s'il lui disait, regarde à quoi ça s'est joué en fait. Pour moi, c'est ça. C'est toi, t'as eu la vie dont je rêvais. Alors qu'on a fait presque la même chose. Pour moi, c'est ça l'histoire. Et ça devient vraiment du passif-agressif quand l'autre commence à lui dire peut-être que je l'ai fait inconsciemment. Effectivement, peut-être que je t'ai volé cette chanson parce que tu m'avais piqué ma meuf. Tu vois, et il y a tout ce truc qui se met en place de... Tu vois, il a piqué sa meuf. Tu vois non, mais, tu vois oui, société oui. patriarcale. Les femmes, elles sont pas indépendantes, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Ouais. Je suis féministe. C'est ce que j'allais dire, Boomster, le premier féministe de France. C'est Cyril. Merde, je ne suis pas qu'un objet. Enfin bref, voilà. Voilà, tu vas couper. Excuse-moi. En tout cas, du coup, à la fin, Arnaud vole les chansons de Bachung pour se venger de la chanson qui lui a été volée. Mais du coup, voilà, ça se rebondit, il rebondit. Mais ça, c'est le scénar d'une comédie avec Franck Dubosc et Benabar. Mais quoi. non, pas du tout. Mais si, c'est le scénar, mon gars. Ça s'appelle Incognito. Ouais. Bon, ouais. Oui, sauf que là, ça dure 10 secondes. Les autres, ils ont fait un film, si tu veux. Là, c'est au moins. Oui, mais quel rapport, quoi. Enfin, quel rapport avec. Enfin, je me répète, mais c'est la vie. En fait, chacun a volé une partie de la vie de l'autre. La vie qu'il aurait aimé avoir. Il y en a un qui était très amoureux d'une fille, elle est finalement partie avec l'autre, et il lui dit j'ai eu vachement de mal à m'en remettre et tout. C'était sa muse, machin. Enfin, il lui a piqué quelque chose qui lui a enlevé une partie de la vie qu'il aurait aimé avoir. Et inversement, l'autre lui a piqué une chanson qui lui a empêché, de par le succès de cette chanson, d'avoir la vie que Arnaud aurait voulu avoir. Mais là, on est dans une histoire de trahison, d'accord. On est dans une histoire de j'ai pas la vie que... Voilà, ok, mais on n'est pas dans j'ai envie de perpétrer des crimes. Et il a volé les chansons. Pour moi, il y a la finalité, c'est ça, c'est... Voilà. Comme une pute en plus, parce qu'il lui dit pas au revoir. Comme une grosse pute. Ouais. Il attend qu'il soit aux toilettes, il prend le sac, il dit à ses gars on y va, il se barre. Ah ouais, non mais c'est ça. Et pour moi c'est ça, c'est ce qui le fait directement basculer, c'est le revoir ce mec-là qui fait remonter une certaine, un certain ressenti, quelque chose qui le pousse à agir de façon malhonnête. Je suis d'accord. J'entends. Et en plus de ça, c'est quand même 2 légendes de la musique française et qui se retrouvent face à face pour une scène comme ça, qui est où il faut avoir beaucoup d'autodérision pour tourner ce genre de scène, surtout de la part d'Arnaud et même de Bachung qui se la raconte énormément, genre il fait le coq quoi, et l'autre qui joue le miséreux. Je la trouve trop bien cette scène. Vraiment, je la trouve pas en dehors du film ou qu'elle s'intègre mal dans l'histoire quoi. Moi je suis d'accord. Drop the mic, bye bye. Effectivement, elle est pas en dehors du film, après je trouve qu'elle est en dessous du reste. Le reste est vraiment mieux. Ça après je peux comprendre. Voilà. On passe au chapitre 4. C'est fou comme tout a changé. Ce chapitre 4 qui nous raconte l'histoire de 4 mafieux qui se rendent dans un hôpital pour aller tuer un ancien pote à eux, enfin un pote à eux qui apparemment est mourant d'une maladie et du coup dans sa jeunesse il leur a fait promettre que si jamais il avait des pépins de santé ou quoi, qu'il aimerait mourir dans leur ancienne planque parce que voilà, c'était des anciens gangsters, ils avaient l'habitude de se retrouver dans une forêt, dans une planque où ils jouaient aux cartes et où ils attendaient un peu de se faire oublier avec une cheminée et tout, leur petite ambiance Brokeback Mountain entre gangsters.
Et du coup, vu qu'il leur a fait promettre que si jamais il leur arrive un pépin, il aimerait mourir dans cette planque, eux vont à l'hôpital avec l'objectif premier de juste le débrancher à la machine qui le maintient en vie et de l'emmener à la planque. Ça se passe pas vraiment comme prévu. Parce que d'abord le mec il est attaché à aucune, il est relié à aucune machine, donc ils le prennent, ils le foutent dans un fauteuil roulant et l'emmènent en voiture. Forcément en voiture il se réveille, il leur dit mais non les gars moi je suis pas du tout malade, je suis là pour des calculs rénaux etc. Donc voilà on a un dialogue un peu drôle, voilà un peu cocasse. Et ensuite du coup ils se retrouvent dans ce diner et ils parlent de leur passé. Ce qui leur donne envie de se refaire un dernier braquage. Braquage qui va se terminer par la mort. Pourquoi t'arrêtes pas de parler de braquage? T'as envie de faire un braquage? Non, c'est toi qui parles de braquage, c'est vous là. Vous parlez de braquage. Vous parlez de braquage, vous avez envie de faire un braquage ou... Non, mais c'est vous, depuis tout à l'heure vous en parlez. Mais non, c'est Aurèle, elle veut faire un braquage. Aurèle, tu veux faire un braquage ou... Bah, je crois que c'est Boomster. Ouais. Bon, bah, Boomster, on fait un braquage. Bon, on fait un braquage alors. Tom, on fait un braquage. Je suis tellement chaud. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Ouais, mais j'ai rien de mieux à faire. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette scène? Ah, c'est encore moi. T'as parlé en dernier tout à l'heure. Bah allez, elle est cool. Elle est cool, elle est... Ah, je la mettrai au même niveau que la deuxième, que le deuxième chapitre, au niveau que ça me touche. Enfin, elle est vraiment touchante ce chapitre, cette histoire de ces anciens gangsters qui, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, eux c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont eu la vie de rêve, ils ont eu la vie de gangster qui était palpitante, qui était pas le train-train quotidien. Et maintenant ils sont vieux, ils sont rattrapés par la vie et ça fait des années quand même qu'ils vivent plus rien de palpitant. Ils ont des soirées poker, ils ont des... Enfin voilà, ils vont chercher leurs petits-enfants à l'école. Déjà, du fait d'avoir un plan, d'aller chercher leur ancien pote pour le ramener à la planque, déjà ça, tu sens que... Chez certains, ça leur met des papillons dans le cœur, quoi. Ils sont trop contents de revoir les potes, de refaire un truc un peu bizarre, un peu. Puis il y a toute cette scène où justement, ce qu'on a magnifiquement imité, cette scène où ils se chauffent pour refaire un braquage parce que ça leur manque. Et toute cette nostalgie de se retrouver dans ce diner qui en fait a remplacé leur forêt, et leur planque, qui les replonge dans tous ces souvenirs et ils ont envie de revivre ça. Et principalement donc celui qui est à l'hôpital, donc on apprend à la fin que finalement c'est pas que des calculs rénaux qu'il a, il est vraiment malade et il reste vraiment pas beaucoup de temps. Sur le parking du McDo, il fait une crise cardiaque le pauvre. Non mais il meurt pas. Ah non, il meurt pas, c'est vrai. Non, je suis il bête. tombe, juste il fait un malaise. C'est une du nez après dans la voiture. C'est vrai. Mais ça se termine comment du coup pareil, ça se termine dans la voiture ça comme se termine, ça où ils décident de rouler tous les 5 et d'aller de s'arrêter dans la montagne, de Brokeback. revivre une dernière histoire tous ensemble en fait. À Brokeback. À Brokeback sûrement. Les nouvelles expériences c'est à tout âge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, à mon avis, en 78, ils ont déjà bien expérimenté, les gars, à passer 2-3 semaines dans leur truc, là. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est super touchant, que c'est super drôle, et particulièrement la scène aussi où il y a la serveuse qui vient les voir et qui leur raconte tout un sketch sur la vieillesse et la mort, et qui les déprime, mais en 2 secondes, enfin c'est hilarant. Elle a aucun tact, en plus, vraiment, genre... C'est quoi qu'elle dit tout change et c'est pas forcément mieux quand ça vieillit ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est une sorte de... un truc comme ça, elle sort un truc comme ça, genre... Genre, ah bah plus c'est vieux, moins c'est beau, ou je sais pas quoi. Il leur raconte qu'avant c'était une forêt. Ah oui. Et il dit des fois, plus les choses vieillissent, moins elles sont belles, ou quelque chose comme ça. Ouais. Tout en les regardant, les gars. Qui la regarde, genre, elle veut quoi, la dame? Alors qu'il venait de dire qu'elle était hyper mignonne et tout. Vous êtes très gentils. Ouais. Ou sinon, la phase où ils sont tous en train de regarder le menu et que t'en as un, il essaye les lunettes de tout le monde pour au final qu'ils prennent tous une bière. Et surtout, on a oublié aussi de préciser qu'ils sont là quand le mec qui vient braquer la serveuse arrive. Oui. Et que du coup, il voit la scène du mec qui met sa main dans sa poche et fait semblant d'avoir un flingue pour essayer de braquer la serveuse. Et eux se disent, mais il va quand même pas la braquer. Et ils se mettent à parier. Il y en a qu'un qui parie qui va pas la braquer. Et il ramasse le pactole parce qu'ils assistent à toute la scène où le mec
essaye de la braquer, se dit bon, ça marche pas, donc je vais pas le faire. Je vais prendre un café. Voilà. Cette scène, elle est vraiment cool et c'est vraiment... ce truc du film, c'est qu'en 30 minutes, t'as le background des personnages, tu les as tous compris et ils sont hyper touchants en très peu de temps, quoi. C'est hyper simple, efficace, tu vas droit au but. T'as compris qu'ils sont nostalgiques, t'as compris qu'ils sont hyper amis, t'as compris tout ça. C'est hyper touchant. C'est ça la force du film, c'est justement c'est d'arriver à te faire un peu comme dans l'histoire précédente, c'est que t'arrives en quelques minutes à imaginer tout un, ce que tu disais, tout un background. Tu vois, genre la scène entre les deux chanteurs, c'est exactement ça. Ils te racontent pas grand chose, mais en quelques minutes, t'as compris qu'ils ont un passif assez lourd et qu'ils ont du ressenti l'un envers l'autre. Et c'est fin, c'est amené finement. Voilà, c'est pas avec des gros sabots. C'est toi qui et te tout, fais ta sauce dans ton cerveau, et c'est pour ça que le film marche, je trouve. C'est toi, tu réagis, enfin, ça te fait réagir émotionnellement à ces trucs. C'est pas, on te les mâche pas, on te les raconte pas. C'est toi qui les imagines, et je trouve c'est ça la force du film. C'est ça, en fait, c'est tout con, mais il leur donne de la personnalité. On n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent, quel est leur passé, tout ça. On s'en fout, il suffit juste qu'ils aient de la personnalité et que en quelques lignes de dialogue, on arrive à se faire une idée de qui est ce personnage, qui est un peu plus frileux, qui est rentre-dedans, qui est bourrin, qui voilà. Et ça marche super bien. Enfin, je sais pas si ce film a été écrit par le réalisateur ou pas, je sais pas s'il y a eu un ou plusieurs scénaristes, mais au niveau des dialogues, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et puis ne serait-ce que quand ils parlent de leur placement de table, en fait, je trouve que à ce moment-là, tu te rends compte effectivement de toute leur personnalité, parce que t'as juste... Bah, c'est marrant, on est assis exactement aux mêmes places, là dans la cafette, qui a 25 ans dans notre planque. Et là, il t'explique qu'un tel était à cette place parce qu'il supportait pas d'avoir froid. L'autre était là parce qu'il arrivait toujours en dernier. Il veut pas être assis à côté de lui. Voilà, et que d'un coup... lui, il aime bien être de ce côté-là pour jouer au cartes. C'est ça, et sur juste 30 secondes de scène, là, bah, t'as compris leur groupe de potes, t'as compris qui ils étaient. Les liens qui les unissent. Toi, tu vas t'identifier à un des 5. Tu vas dire, moi, je suis plutôt lui. Bon, bah, alors moi, je vous le dis, hein, je suis plutôt celle qui se met en bout de table pour pas voir les cartes des autres. Hein, c'est la cheminée, personnellement. Ah, moi j'aurais pris la cheminée aussi. Ouais, pareil. Quelle place? La cheminée. Hein. Ok. Cette scène fonctionne vraiment super bien. Vous avez quasiment tout dit. Moi je trouve que ces petits papis, ils sont très attachants. On a envie de les rencontrer, on a envie de passer une soirée avec eux, quoi, de jouer au poker et de les entendre s'engueuler sur... C'est limite les deux Belges qui ont kidnappé la gamine, qui ont vieilli plus tard, quoi, tu vois. Ils ont l'air quand même vachement plus sérieux, justement, ça a l'air d'être des professionnels pour le coup. C'est ça que je trouve qui est touchant, c'est que ça a l'air d'être vraiment des anciens vrais gangsters qui ont braqué des banques, plusieurs fois les mêmes, enfin... Ouais, mais déjà. Ils n'ont pas peur d'y aller. Ils veulent aller à leur planque c'est devenu une cafette. Du coup, ils se disent, mais vraiment, avant c'était une forêt, machin et tout, bon bah. On va aller braquer notre ancienne banque. Ils arrivent à la banque, c'est un McDo. Et là, ils veulent braquer le McDo. Bon, bah, un McDo, ça se braque, bah, tout se braque, allons-y. J'ai trouvé ça génial, braquer le McDo, mais ça doit être trop. J'aurais trop aimé voir la scène en fait où ils braquent. Ils font quelques mètres. Oui, ils font quelques mètres, l'autre fait un malaise, et voilà, mais je trouve que ça rend le truc encore plus. La fin pour le coup, elle m'a un peu. Elle m'a vraiment touchée. Mais j'aurais aimé qu'il se passe autre chose. J'aurais aimé... Parce que là, donc, on apprend que sur le parking du McDo, il y a Pierrot, je crois, donc le mec de l'hôpital, qui refait un malaise. Donc, comme on disait tout à l'heure, il se met à saigner du nez, etc. Ils le remettent dans la voiture et il dit bah, on y va là, on va le faire ce braquage. Tu vois, genre, non mais ça va pas là. Il dit oui, bon, je suis vraiment malade et ça va vraiment pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, on roule et puis on décidera plus tard. Et donc, la scène se termine là-dessus, ils partent en voiture. J'aurais aimé en fait qu'il se repasse quelque chose, qu'il recroise quelque chose de la cafette ou... Mais après, je sais pas... Cette histoire-là est moins trop triste. En fait, vous me direz si j'ai tort, mais je viens d'y penser, mais... En fait, on commence par les braqueurs les plus jeunes, enfin par les gangsters les plus jeunes, pour arriver aux gangsters les plus âgés. Et j'ai l'impression que du coup, il y a une évolution de ce que tu commences avec eux, ben, ça se termine comme ça. Voilà, la vie de gangster s'est terminée. Avec ces petits vieux qui du coup, n'ont plus l'âge et n'ont plus la santé pour faire ça. Mais vraiment, j'ai l'impression que du coup, ça fait une évolution... Ouais, c'est triste, c'est émouvant, mais t'as vraiment aussi un cycle de vie... C'est vrai. Et puis, je vais faire une petite liaison pour arriver à l'épilogue, mais
comme disait Arnaud dans le film, moi je pensais en fait avec ce film-là que j'aurais rien à dire sur le podcast parce que juste je l'aime et que j'ai pas de critique, je savais pas quoi dire. Et en fait, fous-nous devant un micro et les mots sortent. Magique. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est quoi? Je vais couper cette petite partie, je vais la rajouter au générique d'intro. Tu vois, fous-nous un petit micro et les mots sortent. Ça va être magnifique entre Jean-Claude Duss et François Pignon. Ça va être merveilleux. Alors, cet épilogue, qui se sent de nous le résumer? Moi, je me sens pas. Allez, Marianne. Bon, allez, vas-y. On fait comme les vieux. Qui vote pour que ce soit Jean qui reste dans la voiture? Bon, évidemment, vous ne l'avez pas vu, nous avons tous levé la main. Donc moi, je veux bien, si vous me le permettez. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Ouais, grave, on a tous voté. Donc, ok, bon. Alors, l'épilogue. En fait, l'épilogue, on retourne avec les personnages du premier chapitre. C'est-à-dire le braqueur et la serveuse. Et on se retrouve le lendemain de la dernière scène qu'on a vue du braqueur, c'est-à-dire de celle où il essaye de renverser le cuisinier avec sa voiture. Qu'on revoit. En fait, on commence par revoir le cuisinier qui est tout plâtré de partout, des pieds à la tête, et qui continue à cuisiner quand même. Enfin, donc il ne rate pas son jour de travail, donc c'est encore un échec pour Edouard Baird. Enfin voilà, c'est tellement drôle. Il fait tomber un truc au sol, il galère. Ouais, non, c'est ça, le mec, il fait tomber un truc au sol, il le ramasse avec son plat. Pas un jour manqué en 15 ans. Hein. Ah non, mais donc voilà. C'est vraiment littéral, quoi. Et en gros, ça va être la conclusion de leur chapitre, où on va se rendre compte qu'en fait, ils s'étaient déjà rencontrés sans se voir, qu'elle travaillait à une station de péage, et que lui, il est passé par cette station de péage parce qu'il était poursuivi par la police, qui lui a tendu le flingue qu'elle utilise après pour braquer son patron, machin et tout ça. Il lui a tendu. Il lui a demandé d'ouvrir la barrière, elle lui a dit bah non c'est payant, il lui a dit bon bah rendez-moi mon flingue, il l'a braqué, ouvrez la barrière, elle a ouvert la barrière et il lui a rendu le flingue. Voilà. Et donc ça va être la fin de toute cette histoire et... C'est génial. Non, mais c'est génial, non, mais c'est génial. C'est tellement cool. Bon bah on peut pas résumer tranquillement ici. Voilà, mais ils sont amoureux, c'est tout. Point. Fin du film. Non, plus sérieusement. Bah du coup, voilà, il y a ça. Ils se rendent compte qu'ils se sont déjà vus. Et ils vont décider de partir ensemble. Avec la caisse. Donc je pense qu'il y a l'équivalent de 5 €. C'est à peu près 5 €. Je pense que c'est un billet de 5 qui traîne. Au mieux, un billet de 20. Au mieux, c'est un billet de 20. Ils vont pas à Marseille. Non, mais c'est ça. Ils se barrent ensemble. Voilà. Vivent leur vie de pseudo-gangster. Bonnie and Clyde. Ouais, alors Bonnie and Clyde de Sergi, mais ok. Voilà. Est-ce que c'est pas un Est-ce que ce film, on pourrait pas dire que c'est un préquel à Tueur Né quand même? Enfin, la question se pose. J'ai pas vu. Donc du coup voilà, moi après c'est une partie que j'ai bien aimée. Je trouve pour le coup que c'est pas la meilleure, l'épilogue. Je trouve qu'on aurait pu s'en passer dans le film, même si elle me gêne pas en soi, mais si elle avait pas été là et qu'on avait fini sur les vieux, ça me serait allé aussi. Oui. Je pense que ça clôture. Oui, ça clôture l'histoire du diner. Après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la partie la moins intéressante. Ouais. Oui, après ça conclut le film, quoi. C'est ça. Pour le coup, si elle n'était pas là, elle m'aurait manqué, je pense. Peut-être. D'accord. Elle fait le lien. Ouais, voilà. Elle finit, ça a commencé là, ça se termine là, voilà ce qui s'est passé entre tout ça. Oui, entre les deux, c'est ça, c'est... Ben, moi je suis pas forcément d'accord avec vous, enfin, même si effectivement c'est une scène... Enfin, cette scène m'aurait manqué si elle n'était pas là, mais je pense qu'elle fait le taf à moitié. Parce que, pour en revenir encore une fois à Pulp Fiction, la dernière scène de Pulp Fiction se passe dans le diner du début, et en fait, les wagons sont raccordés entre le début et ce couple de braqueurs qu'on a vu, voilà, le mec il appelle sa nana Lapin et tout, avec Tim Ross et Rosanna Arquette. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, les deux héros sont dans ce diner et ils rencontrent, du coup, les mecs qu'on a vus au tout début. Et c'est la toute fin du film. Du coup, on peut dire que la boucle est bouclée, ou en tout cas, voilà, les wagons sont raccordés, quoi. Et là, dans ce film, bah, c'est dommage parce qu'on te met la suite de la scène du début, sauf qu'on ne la raccorde absolument pas avec quoi que ce soit d'autre dans le film. Et je trouve ça dommage parce que voilà, le film est chapitré et tout. C'est pas forcément la suite. Enfin, c'est pas la suite de la première scène, c'est la suite de
de la dernière. Oui, mais je veux dire, c'est la suite de la première scène dans le sens où c'est la suite de leur rencontre, c'est la suite du premier chapitre, tu vois, l'épilogue. Entre-temps, il y a eu Arnaud et Bachung, il y a eu les braqueurs qui sont passés par là, il y a même eu les kidnappeurs qui se sont retrouvés sur ce parking. Et ça reste ça suit... Chronologiquement, en fait. Bien sûr, chronologiquement, ça les suit. Je parle pas forcément de chronologie ou quoi. Je parle juste du fait que, au bout d'un moment, faut que la dernière scène, elle raccorde certains wagons entre eux, qu'il y ait un lien. Tu vois, qu'il y ait un lien, alors qu'ils auraient pu mettre un lien avec les vieux, ils auraient pu mettre un lien avec les chanteurs ou avec les Belges. Déjà eu le lien je sais avec pas. les vieux. Oui, mais là c'est la fin du film, du coup on a déjà eu plein de liens, tu vois. Mais là à la fin, il faut encore qu'on refasse du lien, parce que c'est le principe des films chapitrés. On se rend compte que tout se raccorde. Et à la fin, même si effectivement tout s'est raccordé, bah là on les voit, on n'a pas un truc en plus. Tu vois, on n'a pas un raccordement en plus, on n'a pas un énième accrochage qui fait que, ok, tout le film, en fait, était nécessaire. Là, cette scène-là, même si elle aurait manqué si elle n'était pas là, tu vois. Je pense que si ça avait été le cas, vous auriez trouvé ça lourd. Et vous auriez dit, ouais, mais ils nous prennent pour des cons, on a quand même compris que tout était lié, il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. Je pense que, franchement, on se serait dit ça. Alors pour le coup, je trouve pas que ce soit la meilleure partie, mais je suis plutôt d'accord avec Aurel, c'est fin. Ouais, ça reste fin, c'est juste que moi, elle me semble moins nécessaire que le reste, justement. Mais je la trouve tout aussi bien écrite et tout aussi fine que le reste. Après, c'est... J'ai rien contre cette scène, c'est juste pour faire une critique un peu du film, parce que au final, on est tous là à dire que c'est génial, et voilà. C'est tout, c'est juste pour... J'ai pas d'avis. J'ai adoré. J'ai adoré. Est-ce que je peux vous parler d'un truc? Moi, je pense que le personnage de Clémentine dans Family Business est inspiré de cette serveuse. Voilà, c'est tout. C'est qu'elle est... Non mais c'est vraiment trop drôle cette scène. Voilà, effectivement. Cette scène-là où elle s'impose à Edouard Baird. Je trouve ça trop mignon. Et je trouve ça trop mignon qu'Edouard Baird il soit soumis à cette meuf. Je trouve ça trop mignon qu'elle s'impose, qu'ils partent ensemble. Je trouve ça cute. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment faire du bien à la société, Pas ces du deux tout. personnes? Mais pas du tout. Mais je pense même qu'ils ne vont pas s'en sortir ensemble. Ouais, voilà. Ils se feront pas du bien entre eux non plus. Cette relation est toxique, c'est voué à l'échec. Ah bon? Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de faire du mal à qui que ce soit non plus. Non. Enfin, Mais parce qu'ils y arriveront pas. Enfin, si peut-être elle. Elle s'en sortira pas non plus, elle est pas méchante, mais elle a quand même essayé de braquer son propre resto. Mais c'est pas son propre resto. Non, elle y bossait pas encore. Non, c'est ça. Son futur patron. Elle a braqué son futur patron. Elle braque le mec, finalement, elle se dit, bah, il a rien, je crois que c'est ça. Ouais. Il a pas de thune, donc je vois une annonce, il cherche une serveuse, donc je simule tout un truc pour qu'il m'embauche. Elle y arrive très bien. Et du coup, elle bosse, ça fait 2 jours qu'elle bosse. Donc ce mec arrive, ce braqueur arrive. Elle finit par lui rendre son flingue en plus. Donc il la braque, elle lui file 20 balles à peu près. Et après elle négocie avec lui. Genre, non mais il n'y a pas de raison que t'aies tout. Ouais. Genre, tel fric et t'as le flingue. Donc il lui donne l'argent, elle prend l'argent, elle lui dit non, en fait le flingue c'est mieux. Il lui file le flingue. Il lui dit bah donne-moi l'argent, elle lui dit bah non. C'est une enfant de primaire cette meuf. Moi j'aime bien. C'est un peu une enfant, oui, mais ils le sont un peu tous. Hein. Mais je te rejoins un petit peu Marianne quand tu la compares à Clémentine de Family Business. Après bon, on n'est pas non plus... C'est pas la même extrémité. Je pense que c'est un hommage, je pense qu'elle est inspirée, voilà. Il y a quelque chose... Non, t'en parleras au réal et au scénariste. Bah, quand je les verrai, je te dirai. Non mais moi je vois ce qu'elle veut dire, tu vois, dans le côté, tu sais, la nana de Family Business, elle est vraiment toujours prête à tout, toujours machin, alors qu'elle est un peu bébête, tu vois, mais vas-y, elle y va, elle a pas peur et tout, et elle essaye, enfin, sa personnalité c'est de
tout le monde est à mes yep, en fait, tu vois. Et c'est comme ça qu'elle pense un peu la meuf dans le film. C'est pas du tout la personnalité de la meuf de la serveuse dans le film. Un peu quand même. Non. Elle s'impose, elle dit n'importe quoi. Mais Aux non, yeux, elle leur dit n'importe quoi. Elle est en maîtrise de la situation, elle est toujours en maîtrise. Elle est en décalage. Ouais, elle est en. Oui, non. Elle est en décalage avec le monde qui l'entoure. Ah bah, en décalage avec le monde qui l'entoure, absolument. Mais du coup, je trouve elle a qu'elle pas l'air les très codes. à l'aise. Quand elle Non, leur c'est qu'elle a parle pas aux les codes vieux. et qu'elle est mal à l'aise. Ouais, c'est ça, quand elle parle aux vieux, elle essaye pas de leur dire un truc méchant. Je pense que dans sa tête, elle essaie de dire un truc gentil. Comme Clémentine dans Family Business. Non, grave, non mais tellement. Clémentine, elle est en décalage avec son temps. Alors. Elle est folle. Clémentine, ça n'a rien à voir. Non, elle est pas folle, ok. Clémentine, elle a coupé le doigt de son mec, genre sans scrupule. C'était ça ou la bite? C'est normal, toutes les femmes feraient ça. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Conclusion. Conclusion. Pourtant, c'est génial. Je suis une victime. Au revoir à tous. Non, pour conclure, bah... Putain de film qu'on recommande à tout le monde. Mais oui, putain de film, revoyez-le. Franchement, si ça fait 10 ans que vous l'avez pas vu, revoyez-le. Il est Si vous l'avez jamais vu, bah voyez-le quand même. Ouais. Alors bon, faut juste passer outre le noir et blanc et le 4/3. Bah, en même temps, faut être con pour ne pas pouvoir passer au-delà de... Et notre public... Tom, notre public est là, tu vois. Je lève la main, il est en haut le public d'Objectivité Zéro. Tellement élitiste, mec, c'est n'importe quoi. On s'en fout que ce soit en noir et blanc et en 4/3 ou le mat. Ah ouais, ça, je suis d'accord, mais... Et ma soeur, elle nous écoute. Aïe, ça c'est bien ça, ma mère nous écoute. Bon, c'est un putain de bon film, on le recommande, on l'a vu tous les 4 ensemble hier soir, on s'est cassé 2 grandes barres. Ouais. On a tous passé un super moment, donc on vous le recommande. Voyez-le, revoyez-le. Ouais, il fait toujours aussi rire, même au bout de 40 fois. Exactement. Ouais. On se quitte sur un ASMR ? Ouais. Ceux qui nous écoutent au casque viennent de se faire violer. Bon, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. On vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour un film, on sait pas encore ce que c'est. Peut-être Star is Born, on en avait parlé, vite fait. Peut-être qu'on parlera de Bradley Cooper et Lady Gaga. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans la barre de commentaires. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la cloche. Ah, punchez le pouce bleu. Punchez le pouce bleu, exactement. Et puis voilà, bisous à tous, à très très bientôt, prenez soin de vous, ciao, bye bye. Salut.